vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième live Vizen. On est très heureuse de vous retrouver sur cette thématique. Claudia, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu fréquentes bien. Je maîtrise bien, ouais. Tu maîtrises bien. C'est le perfectionnisme et qu'est-ce qu'on fait quand il devient un frein. Donc, bienvenue à vous dans ce live. Bienvenue à ceux qui regardent en replay. Donc, je le ferai quand ce sera parfait. C'est pas encore assez bien. Laisse-moi peaufiner 2-3 détails et puis après, je posterai éventuellement. Et puis peut-être pas en fait. Est-ce que ça vous parle ça? On va parler aujourd'hui des pièges du perfectionnisme parce que il y a des bons côtés et des mauvais côtés au perfectionnisme, on va dire. Quand on rentre dans des extrêmes, c'est là où ça devient compliqué et ça peut être un vrai frein. Donc, on va parler de ces freins-là. Claudia, tu vas nous partager pas mal d'exemples personnel, hein, puisque, voilà, comme on disait, tu as le côté perfectionniste et c'est chouette, mais tu te soignes sur certains côtés qui étaient des freins. Déjà, on se présente, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Cécile Amiel et Claudia Jaunet. On est des coachs en marketing et sur le web. À nous deux, on cumule 20 ans d'expérience dans ces domaines de marketing digital, on va dire. Et on est là pour démystifier un petit peu tout cet aspect communication, marketing, les outils dont Claudia est spécialiste pour vous aider à vous concentrer sur votre cœur de métier plutôt que de passer du temps, hello Véronique, sur des choses qui sont moins votre spécialité. Donc, ravie de vous retrouver encore une fois sur ce thème du perfectionnisme. Donc, on va démarrer tout de suite. On a identifié, on va peut-être pas citer tous les travers du perfectionnisme, mais on en a identifié deux assez majeurs qu'on retrouve souvent. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de hyper perfectionniste, mais je vois chez beaucoup de mes clients, les partenaires avec qui je travaille ou encore dans ma famille, il y a cette tendance à vouloir l'être un peu trop. Et parfois, ça peut nous empêcher d'avancer. Donc, premier travers qu'on voit souvent, c'est quand ça te paralyse et ça t'empêche de passer à l'action. Et on va voir qu'il y a des peurs derrière ce travers-là. En tout cas, on va passer trop de temps à réfléchir, à garder un projet dans la tête, à le peaufiner dans tous les sens théoriquement, mais pas forcément à implémenter l'aspect pratique. Et à force de vouloir faire en sorte que ce soit parfait, on n'agit pas et on lance pas nos projets, par exemple. Donc, ça va être peut-être, moi, ça m'est déjà arrivé de passer des mois à peaufiner une offre et à ne finir par ne jamais la lancer. En plus, quand on se rend compte que ça ne correspond pas exactement à ce que ce dont le marché a besoin. Donc, c'est d'autant plus ballot quand ça nous arrive. Je ne sais pas si tu as un exemple par rapport à ça, Claudia, toi, de ton côté. Moi, c'est simple. Voilà, je suis la perfectionniste, un peu moins maintenant, mais je vois notamment quand j'ai refait mon site internet il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai passé énormément de temps. L'exemple concret, je voulais un design avec des jolies vagues pour faire un peu stylé, c'était un peu tendance. J'ai dû passer une journée à choisir le type de vague que je voulais, parce que je voulais vraiment que ce soit comme ça, etc. Donc, j'ai passé une journée juste pour les vagues. Donc, imaginez le reste entre les polices d'écriture, les couleurs, les images. J'ai passé beaucoup de temps à faire mon site. J'ai aussi passé du temps à créer des super pages avec des super formulaires de contact hyper stylés, qui aujourd'hui ne servent à rien parce que c'est des formulaires qui je voulais mettre pour mes clients, mais en fait au final qui sont trop complexes pour eux et je leur envoie un document Word aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Donc au final, j'ai passé beaucoup de temps au lieu à côté de ça de faire bosser pour mes clients ou prospecter. Et avec du recul, si je passais autant de temps à créer les sites de mes clients que le site que moi, je me suis réalisé pour moi-même, ça ferait longtemps que j'aurais fermé une boutique, parce que c'est pas rentable, Et en fait, cette perte de temps, je ne l'ai pas pour autre chose. Et c'est vrai que c'est ça. C'était surtout une peur de la critique, il faut que ce soit parfait, j'ai pas envie qu'on me dise que c'est pas bien, etc. Mais au final, avec tous les outils qui existent, faire un site moche, entre guillemets, ça devient quand même compliqué. Donc, oui, et c'est effectivement, donc là, c'est la peur de ne pas faire assez bien, d'être critiqué. Ouais. C'est une peur forte, ça, la peur d'être critiqué, d'être rejeté. En plus, là, tu montres l'exemple en faisant ton propre site, et donc ton site est un peu un signe vitrine pour ceux qui vont venir. Donc, tu te dis, je veux vraiment peaufiner les détails. Mais après, c'est effectivement mettre le curseur où qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui l'est moins. Donc, on va voir un petit peu ça
cette prise de recul-là et ce lâcher-prise. Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à modifier ton comportement par rapport à ça? Alors, déjà, la création de ce site, quand j'ai fait la refonte de mon site, je me suis en effet rendu compte que j'ai passé énormément de temps pour pas grand-chose. Après, j'ai beaucoup sur moi travaillé sur le développement personnel suite, par exemple, au décès de ma maman, où j'ai eu une période très compliquée. Donc après, voilà, pour me rebooster, je me suis intéressée au développement personnel. Et aussi l'envie de booster mon entreprise. Donc par rapport à booster mon entreprise, ben voilà, j'ai bookiné, j'ai regardé pas mal de choses, j'ai assisté à des conférences, etc. Comment faire pour améliorer tout ça. Et le côté perfectionniste, c'est quelque chose qui revient souvent, que justement on a du mal à passer à l'action ou on perd du temps par rapport à ça. Et ça m'a fait énormément réfléchir par rapport à moi, parce que je pensais que c'était une qualité, et en fait c'était plutôt un frein. Alors ça reste tout de même une qualité d'aller au bout des choses, on va pas se mentir, mais ça peut être vraiment un frein si on l'est trop, comme moi je l'étais justement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a plein de projets dans ma tête ou qui étaient sur papier ou dans des fonds de tiroir ou dans ma super to-do list à rallonge que je mettais pas en place parce que j'arrivais pas à trouver la bonne couleur, la bonne police. Enfin, je grossis, mais c'était ça quand même, quoi. Ouais. Et j'ai fini par réussir et notamment, voilà, j'ai lancé. Parce que tu t'es focalisé sur quel est le résultat que je veux atteindre et je me rends compte que je n'atteins pas le résultat. Concrètement, tu te rendais compte que tu n'avais pas le résultat en fait. C'est ça, le résultat était là, alors que s'il était là, ça correspondait à ma clientèle, aux besoins de mes clients et ça suffisait. Et aujourd'hui, je travaille différemment, c'est-à-dire que je me dis, bon, ben, mon objectif, il est là. J'atteins mon objectif là et je lance par exemple mon offre. Et si j'ai envie d'aller là, et ben de temps en temps, si j'ai un petit temps, je dis n'importe quoi, tiens, aujourd'hui j'ai 1 heure, ben je vais essayer de perfectionner, de peaufiner un petit peu plus mon offre, etc. Ouais. Mais moi, j'aime bien par rapport à ce que tu dis là, c'est un peu comme quand on fait un gâteau en fait. Il y a le gâteau en lui-même et puis il y a les toppings, les décorations autour du gâteau, on va dire, tout ce qui fait que le gâteau va être joli et va donner envie d'être mangé aussi. Donc déjà, avant de mettre les décos et tout ce qu'il y a au-dessus, et quand on a un gâteau à faire, on sait que si on doit faire le gâteau pour un repas, par exemple, pour un invité, il y a une deadline. Donc, il y a forcément un moment où on se dit, bah oui, il faut que je livre ce gâteau à ce moment-là. Donc, si on jauge mal un petit peu le temps qu'il nous faut et finalement, on se dit qu'on veut absolument tout faire et qu'on n'arrive pas à faire le gâteau parce qu'on voulait absolument qu'il y ait la décoration ou on n'arrive pas à le finir ou on ne veut pas l'amener chez les gens parce qu'on se dit qu'il n'est pas assez parfait, c'est un peu dommage parce que les gens ne vont pas avoir la chance de le goûter. Et ce qui est le plus important, c'est quand même de pouvoir avoir le gâteau. Il y en a qui vont dire non, moi je veux absolument que mon gâteau il soit parfait et que j'ai effectivement le topping dessus. Ce qui est dommage, c'est que si vous invitez et que vous n'avez pas eu le dessert, vous ne répondez pas à l'objectif numéro 1 qui était d'apporter un dessert. Et pour quelque chose qui va être mangé rapidement. et c'est vrai que parfois, effectivement, on place la barre trop haute et si on se donne, on se dit, il y a 80%, je vais mettre mes efforts sur ce qui va apporter 80% des résultats, c'est-à-dire je vais placer mes efforts sur faire le gâteau déjà et ensuite mettre le topping si j'ai le temps, ça permet déjà de faire les choses et c'est pareil pour un projet en fait. Et c'est vrai que placer le curseur au bon endroit par rapport à ça et être clair sur ça demande quoi? Ça demande peut-être d'avoir parfois un peu plus de compétences aussi pour jauger du temps qu'il va nous falloir donc ça c'est un peu l'expérience. Et ce qui peut être problématique quand on est perfectionniste, c'est que justement l'expérience on ne l'a pas parce qu'on ne se lance pas, parce qu'on ne le fait pas, finalement on n'arrive pas à aller au bout des choses. Moi j'aime bien une phrase qui dit on ne peut pas améliorer ce qui n'existe pas en fait. Donc là, tu parlais de toi, ton site, et si tu places la barre là, c'est améliorer, c'est une notion d'amélioration. Mais on ne peut pas améliorer ce qui n'existe pas. Et c'est vrai que dans notre culture, on est beaucoup brimé parfois sur le côté, ça vient un peu du côté scolaire, hein, où quand on rendait des choses, on avait des bonnes notes ou des mauvaises notes et on était jugé. Et on garde parfois ce symptôme-là de j'ai peur d'être jugé et de ne pas faire bien, de ne pas faire assez bien, de faire des erreurs. Et du coup, on a du mal à lâcher prise sur le résultat qui doit être au top et élevé, quoi.
Donc, ça demande une prise de recul, en fait, hein, et de lâcher prise. Et comment on fait ça? Ben, pour moi, ça va avec la notion de lâcher un peu le besoin de contrôle et de certitude, en ayant peut-être des objectifs qui sont un peu moins ambitieux, mais d'avoir la satisfaction de les remplir, en fait. Comme tu disais, de faire ce qui est requis, et ensuite, si j'ai du temps, et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs quand on se concentre sur le gros morceau et qu'après on est sur les détails, et ben on a plus de temps pour faire les détails. Je vois Hélène qui dit « Parfois, on se perd entre perfectionnisme et niveau d'ambition du projet trop élevé. Moi, ça m'arrive encore trop souvent, donc je guéris mon perfectionnisme par la simplification en amont de mes attendus, mais ça ne marche pas à tous les coups. » Yes, ben, c'est un petit peu ce qu'on partageait là, hein, sur le fait de… alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, en gros, mais c'est d'avoir un projet qui soit un petit peu moins ambitieux, effectivement, en tout cas au départ, pour pouvoir y arriver, quoi. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Claudia, sur le côté… Sur le côté lâcher prise, besoin de contrôle, tu veux un autre exemple, c'est ça? Bah, le côté, voilà, mon côté perfectionniste, c'était au niveau du travail, mais aussi au niveau perso, hein, ça c'est sûr. Et bah, par exemple, tout bête, on parle des tâches ménagères. Voilà, on dit qu'en tant que femme, on a beaucoup de charge mentale. Oui, mais il y a aussi de la charge mentale qu'on se provoque nous-mêmes. Et le fait de vouloir, donc tu l'as dit tout à l'heure, hein, ce perfectionnisme, de vouloir en fait aussi tout contrôler. Ben, le fait de vouloir tout contrôler à la maison, ben, de dire à mon conjoint, ben non, là, quand tu étends linge, c'est pas comme ça qu'il faut étendre, mais c'est comme ça, ben, au final, en fait, on rappelle quelque chose. il va plus t'aider, quoi. Donc, il y a un moment donné, donc c'est là aussi, il faut revoir ses standards. C'est pas une question de baisse ou de haut, mais de se dire, voilà, bon, ben, ok, je veux une maison propre, ordonnée, mais si le dentifrice il est posé à droite au lieu d'être à gauche, on va pas se prendre la tête, quoi. C'est un peu ça. C'est ces standards qu'il faut revoir. Et si tu veux vraiment un exemple concret, une petite anecdote un peu sympa, ben, pendant le confinement, bon, forcément pas le droit de sortir, pas le droit d'aller nulle part, etc. Ce qui se passait, en fait, c'est que tous les matins, on posait la même question à notre fille, où veux-tu aller aujourd'hui? Et du coup, elle nous donnait une réponse, et en fait, on refaisait le décor de ce lieu dans la maison, donc c'était un souk monumental. Et à 14h, on prenait des photos et on envoyait un petit message sur WhatsApp de nos amis, famille, et les gens devaient trouver le lieu. Et un jour, elle nous dit ah, bon, aujourd'hui, je vais aller au Puy du Fou. Super, le Puy du Fou et tout, nickel. Challenge pour représenter le Puy du Fou à la maison. C'est ça. Donc, du coup, ben, on prend des Playmobil, des nounours qu'on habille en chevalier, on fait des épées comme on peut, donc pour refaire une scène de chevalier. Et bien sûr, ben, derrière, il y a le public, donc on fait les gradins, en fait, les estrades, les gradins. Et donc, on récupère toutes les chaises qu'on peut et on met des rangées de chaises. Et du coup, ben, les gradins, ça va en montant comme ça, au niveau des rangées de chaises. Donc moi, je voulais que ça représente ces fameuses rangées de chaises, mais les premières plus bas, les deuxièmes plus hautes, etc. Donc j'ai passé, je pense que ça se compte en heures, en toute honnêteté, à avoir la première rangée de chaises en bas et les autres plus haut. Donc pour mettre les chaises plus haut, donc vous avez 4 pieds à chaque chaise. Donc il faut trouver ce que vous pouvez, donc des briques de lait, des casseroles, des chaussures, tout ce que vous voulez, pour faire ces fameux gradins du bas vers le haut, et puis forcément bien alignés, nickel. Voilà, donc j'ai passé un temps fou à faire ça. Pour au final, en fait, personne n'a rien vu, quoi. Parce que j'ai posé 2-3 questions. Ah, mais non, on n'a pas vu que tu avais mis les gradins de haut en bas, quoi. Donc c'est pour vous dire, bon, là, c'est pas très grave, parce que voilà, c'était le côté perso. Mais au final, j'ai passé des heures à faire ça. J'aurais pu faire autre chose en attendant, quoi. Et puis surtout que personne n'a rien vu. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est de jauger par rapport à l'objectif. Et c'est souvent ça que je vois, d'ailleurs, je vois souvent chez des personnes qu'on accompagne, hein, en fait, c'est la disproportion entre ce qui est mis en œuvre par rapport à l'objectif voulu. Quand on a un objectif, on peut vraiment se poser la question, déjà, est-ce que ce que je vais faire, je vais le réutiliser plusieurs fois ou pas? Dans le business, par exemple. Est-ce que, par exemple, si je publie quelque chose, ou si je poste quelque chose, ou si je crée quelque chose, est-ce que ça va être du one-shot ou est-ce que ça va être quelque chose que je vais réutiliser? Donc, si je vais le réutiliser, peut-être que effectivement, ça vaut le coup que je mette un peu plus, que j'attribue un peu plus de ressources, temps, énergie, argent éventuellement,
dans ce que je vais faire. Si c'est une fois, je peux me poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc déjà, d'avoir une forme de discernement. En fait, alors c'est vrai que moi, je suis pas hyper perfectionniste et c'était un challenge pour moi que de faire ce live, en gros, parce que j'ai pas vraiment d'exemple personnel. Mais je me suis rendu compte en discutant avec toi, Claudia, et avec d'autres personnes qui sont perfectionnistes, que ce discernement-là, il n'est pas toujours présent. Non. Et comment on l'acquiert? C'est vraiment de se poser la question, OK, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux réaliser? Quel est le public cible? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir toutes les ressources que je mettrai en œuvre dans les qualités que j'ai de perfectionniste, qui sont quand même des bonnes qualités, puisque ça nous permet d'élever nos standards, de peaufiner des détails qui peuvent avoir leur importance, mais est-ce que ces détails ont leur importance par rapport à l'objectif visé? Et de faire cette pause et de se poser cette question. Et surtout quand on a un emploi du temps chargé et on a tous beaucoup de choses à faire. Donc, est-ce que ce temps-là, il ne serait pas plus intelligent de l'attribuer à quelque chose d'autre qui me permette d'accomplir plus de choses? Et ça, c'est une première prise de conscience et de question, je pense, qui est importante de se poser pour vraiment pouvoir réaliser les choses, quoi. Et après, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit une phrase par rapport à son public cible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Moi, j'ai mis en place énormément de choses. Je parlais des fameux formulaires qui ne me servent à rien aujourd'hui, parce que je n'ai pas pensé à mon public cible. Et le fait de ne pas penser à son public cible et de mettre en place des outils, etc., sans penser aux besoins de ses clients, de ses futurs clients, et de penser à soi et qu'est-ce qui pourrait être, entre guillemets, parfait, du coup, je pense qu'on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps à ça et je pense que dans la plupart, en tant qu'entrepreneur, dans la plupart des tâches qu'on réalise ou des actions, des objectifs qu'on veut faire, il faut vraiment avoir ce mot, quitte à se mettre un post-it quelque part, mais mon public cible. Moi, j'aime bien me dire que, parce que derrière aussi le fait de vouloir peaufiner les choses, il peut y avoir la peur de se montrer, la peur de se lancer, la peur d'avoir de la visibilité, la peur d'échouer vis-à-vis par rapport à un public, etc. Et moi, j'aime bien l'idée de prendre le projecteur et plutôt de le garder sur soi, de le mettre sur les autres. Parce que déjà, ça nous aide à mettre le focus que sur soi et sur les résultats qu'on va avoir et ce qu'on veut montrer de soi, quelque part. Et se dire que ce qui est important, c'est ce que les autres vont ressentir et vivre et ce dont ils ont réellement besoin, qui n'est pas forcément en lien avec ce que nous, on veut créer et peaufiner. Première chose. Et deuxième chose, quand on met le projecteur sur les autres, au-delà du fait que ça décomplexe un peu et que ça nous permet de mettre notre attention sur les autres et pas sur soi, et ça nous aide aussi à prendre du recul sur la situation et se rappeler qu'on n'est pas le centre du monde des autres. Parce que ça aussi, c'est important. Souvent, on peut avoir peur de se montrer, surtout dans les premières années quand on fait des choses en tant qu'entrepreneur ou quand on lance des choses pour la première fois. Je dirais que tant qu'on n'a pas une notoriété plus, le nombre de personnes qui vont voir ce qu'on met sur le marché, même pour un produit ou une offre, il va être quand même limité à un certain nombre de personnes qui est, c'est pas le terre entière qui va voir ce qu'on fait. Donc, remettre les choses un petit peu en perspective par rapport à ça, ça aide aussi à prendre un peu de recul et se dire, bon, ok, je suis pas en train de livrer un truc à la planète entière. Je suis en train de livrer un truc. Alors certes, j'ai envie de faire de mon mieux, mais j'ai pas forcément besoin rapport qualité, temps investi et résultat. Encore une fois, d'y mettre plein pot tout ce que je suis capable de faire. Parce que ce qui est cool dans les perfectionnismes, moi j'apprécie de travailler avec toi pour ça et avec pas mal de gens autour de moi qui le sont aussi. C'est ce côté. Cette intention de vouloir bien faire et d'élever ses standards quelque part. Donc ça, c'est une bonne intention de départ. Après, c'est où c'est que je place le curseur pour pas que ce soit too much, quoi. C'est ça, il faut aussi le jauger parce que ça peut être aussi un frein avec tes collaborateurs, tes salariés ou autres. Du coup, de se dire, oui, mais la barre est tellement haute qu'on n'ose plus bosser avec la personne ou prendre des initiatives, etc. Donc, comme tu dis, moi, aujourd'hui, c'est vraiment une qualité d'être perfectionniste parce que je vais faire le petit plus qui va permettre le petit plus, mais j'ai vraiment baissé mon curseur pour me dire, OK, cette action, est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça?
non, au final, je reste là. C'est voilà, c'est cette analyse et prendre du recul, comme tu disais, par rapport à ce qu'on vit. Ouais, en fait, tu l'as bien. On a un exemple concret qu'on vit ensemble, hein, puisqu'on a lancé une offre qui s'appelle Business Z. Et quand on a lancé l'offre, il n'y avait pas les choses qui sont présentes aujourd'hui, certaines choses qui sont présentes aujourd'hui. Par exemple, le logo n'existait pas. On n'avait pas peaufiné absolument tout dans l'offre. Et on a quand même lancé, on a quand même des clients. Donc, on se rend compte qu'en fait, et c'est grâce à ça, c'est parce qu'on a le feedback des clients qu'on va pouvoir améliorer les choses. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui attendent tellement qu'en fait, ils n'ont pas les clients. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de ne pas pouvoir améliorer ce qui n'existe pas. Donc, effectivement, toi, tu as lâché prise sur certaines choses là, par rapport à ça, en disant, on a lancé. Oui, alors, on va dire que tout n'était pas parfait et absolument... voilà. On avait les grandes lignes, on avait les grandes lignes. Après, voilà, on connaît les compétences de l'une et l'autre, donc on savait qu'il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Mais en fait, toute la préparation qu'on aurait pu faire en amont de la formation, qui nous aura pris énormément de temps, en fait, au final, on a lancé la formation comme ça. Voilà, on accompagne des personnes, c'est génial. Et en plus, comme tu dis, on peaufine en fait notre formation, notre accompagnement. Grâce au feedback de nos élèves. Et on n'aurait peut-être pas fait les choses comme ça si on aurait tout peaufiné de A à Z avant. On avait tout fait, c'est sûr, ce serait pas pareil. Et d'ailleurs, c'est un conseil pour ceux qui font des formations en ligne ou qui vendent des services où ils vendent. Le conseil, c'est de vendre avant de créer le produit ou le service parce que ça vous permet d'affiner votre service ou votre produit en fonction des feedbacks de vos clients. Et nous, on a eu des idées comme ça par rapport au groupe qu'on accompagne actuellement. Deux choses, c'est des petits plus, hein, c'est pas évidemment le cœur de ce qu'on crée, il est là, mais dans le mode de livraison, dans la façon d'interagir, dans des choses comme ça, le fait d'avoir du feedback, ça permet d'améliorer et de créer encore mieux la prochaine fois. Et ouais, ça, c'est vraiment super important. Alors, je lis un petit peu les commentaires parce qu'il y a des chouettes retours. Hélène, tu dis, je vais toujours un cran trop loin dans le over-deliver et j'ai du mal à me raisonner sur le fait que les gens, en général, n'en demandent pas tant. Ouais. Alors, la question, c'est over-deliver, qu'est-ce qui est attendu? C'est toujours c'est over-deliver pour toi. Tu livres plus selon tes standards à toi. Mais encore une fois, si tu poses le projecteur sur les gens, et peut-être que les gens, ils attendent autre chose ou ils attendent quelque chose, effectivement, ils sont moins exigeants. Et c'est vrai que c'est difficile de lâcher prise quand on est... on aime bien peaufiner les détails, on aime bien que tout soit au carré. Donc ça, on revient sur le besoin de contrôle, d'une certaine manière. Et c'est vrai que je pense qu'il y a le mot échec parfois qui peut aussi ressortir de tout ce qui est perfectionnisme, dans le sens où les gens ont peur d'échouer d'une certaine manière et de ne pas faire assez bien, d'échouer, etc. Parce que l'échec, surtout en francophonie, c'est toujours vu comme quelque chose de mauvais. Alors que moi, j'avais une astuce qui m'avait été soufflée, je ne sais pas pour qui, je me souviens plus par qui, mais qui m'avait bien aidée à l'époque, c'est de remplacer le mot échec par le mot enseignement. Et parce que quand on remplace le mot échec par enseignement, on sait très bien qu'on peut tirer un enseignement de quelque chose qui existe encore une fois, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir rebondir et qu'on va pouvoir améliorer encore une fois les process au fur et à mesure. Et oui, ça demande de traverser des peurs, de se lancer sur des choses parfois où, encore une fois, ce ne sera pas aussi bien qu'on aimerait dans notre tête. Parce que ce qu'on a dans la tête et ce qui est la réalité de ce qu'on peut faire par rapport au temps imparti, à nos ressources, au départ, effectivement, on n'a pas forcément les ressources. Mais on ne peut pas avoir les ressources tant qu'on n'a pas passé ce truc-là. Et donc, on en revient au fait de traverser cette peur-là, de démarrer. Et alors moi, ce que je trouve qui peut vraiment encourager, c'est votre environnement, c'est votre entourage. Parce que si vous êtes porté, par exemple, dans un groupe par des gens qui sont dans l'action et dans l'obtention des résultats et dans les mêmes intentions que vous d'obtenir des résultats par rapport à leur entreprise, par exemple, ça va vous aider à lâcher un petit peu prise sur vos standards ou ou les mettre au bon endroit, au bon moment quand il faut, en fait. Et ça, c'est vraiment porteur quand on est de changer d'environnement et d'être avec des gens
qui ont cette capacité de prendre du recul et de dire, OK, là, enfin même de vous donner parfois des conseils ou de vous aider à y voir un peu plus clair, ça peut être vraiment un plus, quoi. Alors, je vois Véronique qui dit, et en plus, alors, j'essaie de voir ce que tu as écrit. Pourquoi ça... Et en plus, on oublie parfois l'essentiel d'expliquer le contexte, les choses simples, car on croit que les autres comprennent. Ouais, exactement. Exactement. C'est vrai. C'est vrai, c'est important d'expliquer les choses. Alors, j'imagine que tu as rebondi par rapport à des choses qu'on a dit. Donc, mais oui, ce qui peut être important pour soi n'est pas forcément pour les autres et vice-versa. Donc, c'est important de mieux communiquer avec son audience, avec et de se poser vraiment la question de l'objectif de ce qu'on est en train de partager et à qui c'est destiné. Effectivement. Alors, il y avait d'autres choses. Je vois que le temps passe, que vous voulez vous partager, mais je pense qu'on a vu un petit peu l'essentiel sur placer le curseur au bon endroit, remplacer le mot échec par le mot expérience. Après, tu parlais des critiques aussi. Et c'est vrai que les critiques, on a peur des critiques, d'avoir d'écriture, d'être critiqué, etc. Après, il y a quelque chose que je dis souvent à ma fille et que je me suis aussi mis dans la tête pour moi. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et c'est une personne que je suis souvent sur YouTube. C'est ce qu'il disait, la première vidéo qu'il a faite. Bon, aujourd'hui, il a plus de 10 ans d'expérience, mais la première vidéo qu'il a faite, il a eu énormément de critiques. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui est suivi par des millions d'entrepreneurs, etc., par rapport à la stratégie et au business. Voilà, des critiques, on en aura forcément. Mais il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Et alors, si c'est des critiques qui peuvent apporter du positif derrière pour s'améliorer, oui. Mais si c'est des critiques du style « c'est nul ce que tu as fait », c'est pas du tout une critique auquel il faut... Voilà, je pense qu'il faut réussir à prendre du recul par rapport à tout ça et vraiment les mettre de côté. Et ça, c'est important. Ouais, ça veut dire derrière travailler sur sa valeur personnelle aussi, parce que parfois, c'est un manque d'estime de soi qui fait qu'on a du mal à se lancer et à oser. Donc, travailler sur sa valeur personnelle, travailler sur le fait que ce qu'on produit, c'est pas forcément soi, c'est une déclinaison ou une production, et c'est pas une production de soi, mais c'est pas forcément, c'est pas c'est pas parce qu'on a fait quelque chose à un moment qui est pas 100% aligné avec nos standards élevés que ça remet en cause nos capacités, notre qualité justement de discernement et de savoir le faire quand on a besoin. Donc, en tout cas, moi, j'apprends aussi beaucoup à l'inverse. Et juste pour finir sur une note positive par rapport au perfectionnisme, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup moins perfectionniste que toi, mais ces dernières années, j'ai élevé mes standards en fréquentant des perfectionnistes. Donc, les choses marchent dans les deux sens, dans le sens où des fois, je me dis, comme je travaille avec toi, par exemple, des fois, je me dis, bon, allez, je vais faire le petit truc en plus. Je jauge toujours, est-ce que le temps passé par rapport au besoin, en fait, et à me poser la question, est-ce que ça va resservir et est-ce que est-ce que ça va vraiment apporter une différence pour nos clients, etc. Ça, c'est toujours en arrière-plan dans ma tête. Mais je pense à toi et je me dis, ok, Claudia, là, je pense qu'elle aimerait bien que je fasse le petit truc en plus qui fasse que ce soit un petit détail, tu sais. Et je me dis, allez, je le fais, ça va pas me prendre beaucoup de temps et ça va faire une différence. Et ça crée aussi une bonne relation dans notre façon de fonctionner. Et parfois, c'est ça, c'est juste de dire, OK, le petit truc en plus que je peux faire, à l'inverse, pour prendre le bon côté du perfectionnisme et de j'ai envie de bien faire et de rendre quelque chose qui soit chouette. Je vois que le temps est dépassé. Ça passe vite. Ouais, un grand merci. Est-ce que vous avez des questions, Jenny? Super. Ça fait vraiment plaisir, merci. Ouais, merci beaucoup. Ravie de vous avoir retrouvé pour ce deuxième live. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à nos chaînes YouTube AcroWeb avec un K pour Claudia, Cécilia Miel pour moi. Et comme ça, vous aurez accès au direct aussi qu'on fait toutes les semaines du coup sur YouTube, enfin pour toi en tout cas. Et vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, évidemment. Merci de votre fidélité pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière. Merci Véronique. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger gratuitement le PDF 10 principes clés pour tenir tes engagements vis-à-vis de toi-même. Le lien est dans la description.